Bonjour à tous. Je vais donc vous présenter le rapport de mon stage dont le sujet est développement d'un analyseur de bitstream VVC. Ma présentation va se dérouler selon le plan suivant. Je vais dans un premier temps introduire le sujet qui est d'actualité compte tenu des contraintes technologiques auxquelles nous faisons face. Je vais par la suite définir le contexte dans lequel le projet a vu le jour ainsi que les différents objectifs escomptés. Puis je présenterai rapidement la méthodologie utilisée tout au long de ce projet. Et enfin, ma contribution à ce projet sera exposée, ainsi que les différents résultats obtenus. Puis je terminerai par la conclusion. Il faut noter que le trafic vidéo sur Internet représente près de 80% du trafic Internet global, et cela est majoritairement dû au streaming vidéo. De plus, avec l'amélioration de la qualité de la vidéo, on se rend compte que le processus de traitement et de transmission de l'information devient de plus en plus complexe. Il est donc nécessaire pour une qualité d'expérience client d'améliorer les performances du système de sorte à ce que le processus de décodage respecte certaines contraintes, notamment les délais de qualité de décodage et notamment le stockage de l'espace mémoire. Pour répondre à cette problématique, on a la norme VVC parue en 2020 qui semble apporter une solution qui tient la route. VVC promet de répondre aux contraintes de bande passante et de stockage d'espace mémoire dû à l'augmentation de la consommation vidéo. Pour répondre à cette problématique, 3 équipes se sont déjà attaquées à la tâche. On a notamment l'équipe VADEL au sein de l'ITL qui développe leur logiciel nommé OpenVVC. Il faut noter qu'OpenVVC est un décodeur temps réel de bitstream vidéo et est intéressant d'un point de vue du fait qu'il implémente différents niveaux de parallélisme, notamment le parallélisme au niveau des données, des trames et le parallélisme au niveau. On a également une équipe allemande de Fraunhofer qui développe le logiciel de référence nommé VTM et également leur propre décodeur nommé VVDEC. Et enfin, on a une équipe chinoise qui, au sein du projet Tencent Cloud, développe également leur décodeur. Afin de contextualiser le sujet du stage, il faut noter que l'objectif principal était de développer un analyseur de bitstream vidéo et les grandes lignes du cahier de charges étaient principalement de l'optimisation de code afin de réduire au maximum le temps de décodage des bitstream, également de l'adaptation d'une interface graphique de sorte à ce que la manipulation se fasse avec assez de souplesse et également le développement d'une API Python-C afin de faire le pont entre ces 2 blocs cités précédemment. Je vais vous présenter rapidement la méthodologie de travail que j'ai utilisée tout au long de ce projet. Pour la communication, les réunions hebdomadaires étaient d'actualité afin de faire le point avec les différents responsables pour le lancement du projet. Slack était également utilisé dans le cadre du distanciel. Pour le système de partage du dossier d'information, personnellement, j'ai utilisé un Google Drive dans lequel je stockais les différents articles en rapport avec la norme VVC qui était nouvelle pour moi et tout. Et GitLab pour le partage des différents fichiers afin d'avoir cette art de version pour un suivi de projet assez intéressant. Et enfin, pour le suivi du projet, j'ai priorisé l'utilisation d'un journal de bord qui me permettait à la fin de chaque séance, à la fin de chaque jour, à la fin de chaque séance de stage, de faire le point de toutes les activités que j'ai eu à faire afin de pouvoir me retrouver tout au long de ce projet. Maintenant, si on rentre dans le vif du sujet, on se rend compte que ma contribution principale se situe au niveau de ces 3 blocs, au niveau du bloc décodeur, analyseur et la liaison décodeur-analyseur. C'est-à-dire qu'on a un décodeur qui décode des bitstreams vidéo. Et ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut afficher les différentes informations de ce décodeur-là sur un analyseur. Et on a une liaison qui va devoir s'effectuer par mon API Python-C. Si on prend le cas du décodeur, l'objectif, améliorer l'efficacité de notre API Python.
il faut noter qu'initialement, le tuple qui était envoyé directement au niveau de notre interface graphique était constitué à partir d'une quarantaine de variables. On note sans doute que cette implémentation n'est pas très intéressante d'un point de vue occupation de ressources mémoire et également le temps d'exécution. Du coup, la principale solution proposée fut d'utiliser un système de flag et également une adaptation des différentes fonctions afin de pouvoir supporter cette donnée. Du coup, le système de flag se présente ainsi. Au lieu d'utiliser cette quarantaine de variables, on utilisait juste une variable de 64 bits qui allait contenir les différentes informations que l'on voudrait éventuellement afficher au niveau de notre analyseur. On note sans doute que cette implémentation est intéressante parce qu'elle nous permet de réduire notre temps de décodage dû à une lecture au niveau des variables qui est considérablement réduite. Et également une réduction d'occupation mémoire parce qu'on on réduit au maximum ce système de sauvegarde et restitution du contexte mémoire. Pour mettre en exergue cette optimisation, j'ai utilisé un script qui me permet de mesurer le temps d'exécution de mon code. Et pour un bitstream que j'ai pris, je me rends compte que le temps de décodage est estimé à 78 millisecondes. Et après optimisation, on a un temps de décodage de 61 millisecondes pour la même femme. Du coup, on a au moins un gain en temps d'au moins 17 millisecondes qui n'est pas négligeable et qui est intéressant pour répondre à tout ce qui est contrainte temps réel. Au niveau du décodeur, ce qui a principalement été fait, c'est de créer différents widgets de sorte à pouvoir les insérer au niveau de notre interface graphique de façon personnalisée afin de faciliter, afin de rendre notre analyse, notre interface graphique plus souple. Du coup, ce qui a principalement été fait, c'est de coder les différentes classes avec les fonctions qui vont avec, ainsi que les sions et les slots pour effectuer les interconnexions. Initialement, l'analyse se présentait ainsi. Il était généré à partir d'un code Qt qui permettait cet affichage-là. On s'est rendu compte qu'il n'est pas très intéressant du point de vue, lorsqu'on voudrait éventuellement rajouter d'autres options issues de notre décodage, il faudra aller effectuer cette manipulation et éventuellement les interconnexions peuvent être problématiques lorsque l'interface graphique devient assez touffue. Ce qui a été proposé, c'est de coder les différents widgets de sorte à avoir un affichage qui est présenté ainsi, qui va nous permettre de façon personnalisée, concevoir notre et voilà, c'est nettement plus agréable également pour la maintenance. Comme résultat de cette implémentation, on se rend compte que dans le cas d'un ajout de nouvelles fonctionnalités, notamment des différentes options au niveau du décodeur, on se rend compte que cette manipulation se fera plus facilement. Et également l'interconnexion des différents signaux et slots, de sorte à ce que lorsqu'on appuie sur un bouton, elle effectue vraiment la tâche que l'on désire. Et enfin, le troisième bloc qui sert de pont entre ces deux blocs précédents, c'est-à-dire le décodeur et l'analyseur, notre API Python C. C'est-à-dire le principe était de créer une API Python qui va nous permettre de générer un module d'extension qui nous permettra, depuis un IDE Python, d'avoir accès à des fonctions C qui ont été définies. Pour mettre en pratique cette API Python, j'ai dû suivre les différentes étapes que voici. Dans un premier temps, définir la structure qui contient l'ensemble des types que l'on voudra éventuellement utiliser en Python. Définir le tableau de type intégré qui va contenir l'ensemble des options utilisées par l'interpréteur Python pour
indexer les types intégrés, coder les différentes fonctions proposées par le module, notamment les fonctions d'affichage, de vérification d'été, définir la table des méthodes, de sorte à pouvoir obtenir le nom de la fonction et également l'adresse, de sorte à pouvoir y accéder de façon optimale. Décrire la structure de création de ce module-là qui va récupérer la table de méthode afin de l'instancier et la transmettre au niveau de la fonction d'initialisation qui permettra au final de générer notre module d'extension. Les résultats obtenus étaient assez prévisibles. On a au niveau du décodage, on a eu une amélioration du temps de décodage, certainement dû à la réduction du nombre de variables, donc réduction d'occupation d'espace mémoire. Et au niveau de l'analyseur, étant donné que ce sont des blocs qui dépendent, surtout l'analyseur dépend du décodeur, on a également une réduction du temps d'affichage et une souplesse dans la création des différentes de l'interface, également l'ajout de widgets plus pratique. Pour conclure, je note que sur le plan technique, ce stage a permis d'acquérir de nombreuses compétences, notamment savoir implémenter un module d'extension. Également, l'amélioration au niveau du code, c'est parce que j'étais confronté à un projet qui était assez avancé, avec plein d'implémentations. Il fallait également prendre en main ces implémentations afin de les comprendre et pouvoir apporter un plus. Sur le plan personnel, ce fut ma première expérience dans ce domaine-là. Et également, j'ai des meilleures connaissances en termes de décodage vidéo, ce qui me sera très important pour mon cursus, pour la suite de mon cursus. Également, ça m'a permis également la prise d'initiative au sein du projet. Et enfin, la suite du travail soit principalement axée sur l'ajout de fonctionnalités, notamment les tuiles, qui sont en fait des régions de l'image qui seront partitionnées et étiquetées, de sorte à pouvoir éliminer les dépendances pour faciliter le parallélisme. Merci pour votre attention. Je suis disponible pour vos questions. Question. Je peux revenir sur ta slide. Je crois que c'était la 13. Oui. Non. Un peu avant. Ouais. Alors, en fait, toutes ces variables-là, elles font 1, 2, 3 bits. Pardon? Par exemple, l'UMA, MIP, DC, planar, à chaque fois, c'est 1 bit. Ou est-ce que tu peux avoir des variables qui font plusieurs bits? En fait, ce sont des variables qui sont de style booléen. Du coup, j'ai utilisé ce système de flag-là qui allait permettre, lorsqu'on transmettra au niveau de la fonction qui permet de construire le tuple, on verra éventuellement quel outil est activé ou pas afin de pouvoir permettre une manipulation au niveau de notre interface graphique. C'est des variables qui sont définies dans la norme de DC. C'est des variables qui sont spécifiques au décodeur ou c'est non, en fait, ce sont des outils du décodeur. Parce que au niveau du décodeur, c'est vrai qu'en fait, dans la norme, ça peut être défini comme des variables standards. Okay. Ou ça peut être peut-être des variables qui sont spécifiques à OpenDB. Je pense que du coup, c'est un exemple maintenant. Et du coup, comme là, vous avez pris que celle qui était binaire. J'imagine qu'il y en a qui peuvent faire des 3 bits dans la norme. C'est pas toujours de 3 bits, des fois c'est du taille variable. C'est pas trop. On ne peut pas forcément calculer tout ça. Parce que j'étais un petit peu étonné du coup taille plus vite, parce que pour accéder à une des différentes variables, il faut forcément faire un en fait, c'est pas dans le décodeur, c'est plutôt sur un passage en fait entre Python et le décodeur. Parce que Python, il alloue ses bits. Et du coup, quand tu commences et c'est du 32, quand tu commences à en avoir une quarantaine, ça commence à être un peu lourd
notamment quand tu les appelles un peu partout dans des fonctions, tu les transmets de fonction en fonction, ça commence à être assez vite. Et c'était d'en avoir aussi variable. Pour ne pas te perdre dans les appels de fonction, tu es obligé de transmettre dans un objet, mais Ça ensuite, tu as les méthodes. C'est lui, tu peux en avoir facilement. Ok, c'est bon. Je suis convaincu. Il y a Luce qui a levé la main en distance, donc je pense qu'elle a une question. Oui, salut. Ma question, je voulais savoir si l'analyseur il serait utilisable en enseignement, enfin, est-ce qu'il est, on va dire, figé ou il est encore en développement? Alors, Je pense il est abouti parce qu'initialement, il était utilisé, il se prête bien à la manipulation des bitstreams disponibles. d'accord. En fonction des différents outils, notamment des différents outils que voilà, Luma, MIPS. Ok. Et par contre, il est vraiment dédié uniquement à VVC. Du coup, il n'y a pas l'équivalent pour HEVC. Non, je pense qu'il est dédié à VVC. D'accord. Bah oui, c'est logique. Moi, j'en ai une sinon. Sur le système de widget que tu as à la fin, en gros, si je comprends bien, ça te donne la possibilité de composer l'interface comme tu as envie. Oui, de façon. Justement, comment tu composes l'interface? Tu as des fichiers, je ne sais plus comment ça s'appelle avec Qt, tu as des fichiers pour aller composer ton interface à la main ou tu fais des appels Python direct? En fait, étant donné que j'ai complètement laissé tomber le code Python et je suis passé le code Qt et je suis passé en Python. Du coup, c'est directement dans un fichier Python. Ouais. Je crée directement ces différents widgets-là et je les agence de sorte dans une user interface, je les agence à ce niveau-là et au niveau de la fonction principale. J'ai l'affichage que je désire. D'accord. Et tu as réussi à tout refaire, tout ce qui était dans l'interface précédente? C'est-à-dire que si on voulait, est-ce qu'on peut déjà recomposer l'interface qu'il y avait avant avec Qt avec les widgets Python? Oui. D'accord. Okay. D'autres questions? Non? Bon, sinon, encore te remercie pour ta présentation. Merci beaucoup. Bonjour à vous tous. Le problème que je voudrais aborder aujourd'hui, c'est la modélisation énergétique globale de l'écosystème vidéo. Avant de vous présenter le plan de cette présentation, je voudrais attirer votre attention à ce que signifie. On va d'abord commencer par le contexte général du projet, expliquer le processus de streaming et la modélisation. Donner une modélisation globale de la chaîne de streaming, puis on va faire une état de l'art des modèles existants qui ont déjà traité cette problématique. À la suite, on est intéressé à élaborer un nouveau modèle global, puis on va essayer de voir des résultats de mesure et vers la fin, on conclura l'étude. Donc, avant de commencer sur le contexte de l'étude, je voudrais attirer votre attention à ce que signifie l'écosystème vidéo. Donc, l'écosystème vidéo, c'est tous les éléments, des dispositifs matériels et logiciels de contenu qui interagissent ensemble pour offrir un service à un consommateur. Dans le cas des plateformes médias, on a principalement deux catégories de services, le streaming et le téléchargement. C'est le streaming qui nous intéresse le plus et je vais justifier ce choix par la suite. Pour la mise en contexte, on a une motivation environnementale. On voit que l'impact environnemental du numérique continue à augmenter. En termes des gaz à effet de serre, le numérique est responsable à 4% des totales des émissions mondiales. En termes d'énergie, il est responsable à 10 jusqu'à 15% de la consommation électrique mondiale.
si on voit juste la vidéo, il est responsable de 1% des émissions à effet de serre. Il fait 80% de la totalité du trafic de données. On remarque sur cette figure que le trafic vidéo est celui qui augmente le plus de 2016 à 2021. Cette augmentation de trafic est due à plusieurs causes, principalement l'apparition des nouveaux services qui encouragent les utilisateurs à consommer, et encore l'apparition des nouveaux formats qui impliquent directement une grande quantité de données. Si on regarde la répartition des flux de données en ligne, on voit que la vidéo en ligne ou bien la vidéo streaming est celui qui occupe le plus important pourcentage. Et pour cela, nous allons nous concentrer dans cette étude sur la consommation énergétique du streaming. On peut formuler la problématique en ces questions suivantes. Combien d'énergie est exactement consommée par le streaming? Quels sont les éléments de la chaîne de streaming et quelle est la quantité d'énergie consommée par chaque élément? Quels facteurs influencent cette consommation? Et est-ce qu'on peut posséder d'un modèle global à ce sujet? Comme objectif, nous voulons identifier d'abord les différents éléments de la chaîne, faire un état de l'art pour savoir les résultats de la littérature, élaborer un nouveau modèle et puis estimer l'impact d'un changement dans la résolution, par exemple, sur la consommation de toute la chaîne. On commence par expliquer le processus du streaming. Et donc, pour faire du streaming, on commence par une vidéo qui elle est encodée soit avec un encodeur vidéo AVC, HEVC ou bien VVC. Par la suite, on a le packaging, c'est-à-dire qu'on segmente les frames vidéo en des petits morceaux et on les prépare pour la diffusion à l'Internet. On dit par exemple qu'une vidéo est packagée au protocole RTMP ou bien HLS. Bien. Et puis, on a le transcodage pour offrir plusieurs copies de la même vidéo en différents formats et codecs pour qu'ils soient compatibles aux différents types de terminaux. Et aussi des débits de connexion. Et puis, le fichier vidéo est prêt pour être diffusé sur Internet et passe par les réseaux CDN et les réseaux de transmission. Et puis, on a le décodage et les playback au niveau des terminaux. On peut regrouper donc ces différentes étapes en 3 principaux blocs qui sont les data centers, les réseaux de transmission et les terminaux. On va encore détailler les réseaux de transmission car ça va passer par des réseaux cœur et après les réseaux d'accès qui sont soit des réseaux filaires ou bien des réseaux sans fil. Donc, dans notre étude, les réseaux d'accès que je vais aborder sont les réseaux Wi-Fi, les réseaux mobiles, 3G, 4G, 5G principalement, et les réseaux filaires, les réseaux en cuivre, l'Ethernet, etc., couple, par exemple les réseaux ADSL, VDSL, et les réseaux fibre optique. On va être intéressé à donner un facteur exprimé en kilowattheure par gigabit pour chacun de ces blocs. Pour les centres de données, on n'arrive pas à évaluer exactement l'impact de l'encodage, du packaging, du transcodage, car c'est un peu compliqué. Il n'y a pas plusieurs études qui donnent ces résultats. On va se limiter à donner une moyenne qui représente la consommation de tout le centre. Ensuite,
on présente l'état de l'art des modèles existants. Donc, on a 4 études à présenter. Les 4 études ont suivi une méthodologie top-down, c'est-à-dire qu'ils commencent par la consommation d'un bloc et puis ils ont déduit la consommation par bit. Les métriques utilisées, certaines études ont donné la consommation en kilowattheure par gigabyte, d'autres ont donné la consommation en kilowattheure par heure, mais après, j'ai unifié toutes les métriques en kilowattheure par gigabyte. Donc, toutes les études ont modélisé la consommation de chaque bloc en prenant un facteur d'impact et puis ils les multiplient par la quantité de données ou bien la durée de traitement. Pour bien visualiser ces valeurs, on a la figure suivante. On remarque qu'il y a une grande différence, principalement en ce qui concerne la consommation des réseaux de transmission. Ce qu'on peut conclure, c'est que pour les différentes études, c'est les réseaux de transmission qui consomment plus d'énergie. On remarque que la consommation des centres de données est presque négligeable pour toutes les études. La consommation des terminaux se varie selon les hypothèses que chaque étude a fait. Par exemple, il y a des études qui ont considéré juste la consommation au niveau des laptops. Ils n'ont pas considéré l'IPTV, par exemple, alors que la consommation des TV est plus grande que la consommation des laptops. Et donc, on va nous concentrer plus sur la partie réseau de transmission. Donc, comme critique, certaines hypothèses ne reflètent pas la réalité des choses. L'étude d'impact a considéré que 500% de trafic passe par les réseaux fixes et 500% de trafic passe par les réseaux mobiles, alors que ce n'est pas vraiment vrai. Certaines données utilisées sont outdated ou bien dépassées, comme les données utilisées dans d'impact dans The Shift Project. Et c'est la raison pour laquelle il a une valeur énorme pour les réseaux de transmission. Donc, les limites, c'est que les réseaux de transmission ont le plus grand pourcentage de consommation dans toutes les études. Cependant, ils n'ont pas détaillé la consommation de chaque type de réseau ou bien de chaque méthodologie d'accès, d'où la nécessité d'un nouveau modèle global. Donc, pour les centres de données, nous ne pouvons pas donner un résultat pour chaque fonctionnement du centre de données. Je me suis limitée à faire une moyenne entre les plus récentes études pour déduire le facteur de consommation. Pour les réseaux de transmission, dans la littérature, on a des études qui considèrent tout le bloc comme un seul. Ils n'ont pas spécifié les différents accès. Et donc, pour le modèle que je propose, j'ai distingué et j'ai donné un facteur spécifique à chaque méthodologie d'accès. Pour ce faire, je me suis basée sur des études de l'OPA Capable, ADEME, l'agence ADEME, l'ARCEP aussi. Ils ont donné des résultats seulement en termes d'énergie, et j'ai appliqué ces résultats sur les données récentes du trafic vidéo. Donc ça, c'est le modèle global qui spécifie la consommation en kilowattheure par gigabyte pour les différents éléments de la chaîne de transmission. On a aussi la partie terminaux. J'ai considéré les smartphones, les tablettes, les PC portables, les desktops et les TV. Pour bien exploiter ces résultats et visualiser cette consommation énergétique, j'ai fait des scénarios en changeant le type du terminal et la technologie d'accès. On voit ces résultats suivants. On peut dire que
l'énergie consommée dépend davantage de type d'accès du réseau que de type de périphérique terminal. Pour évaluer l'impact du changement de résolution, j'ai pris deux scénarios et j'ai considéré 3 séquences. En fait, j'ai utilisé l'outil FFmpeg pour convertir une seule séquence vidéo en deux vidéos de résolution différentes. Pour le scénario laptop et Wi-Fi, on voit comment la consommation augmente si on passe du SD-HD à UHD. Et dans le scénario 2, en fait, on a ici le scénario 2, s'agit d'une consommation, d'un accès filaire, alors que le scénario 1 s'agit d'un accès mobile. Et on voit que la consommation, le changement de résolution a plus d'impact lorsqu'il s'agit d'un accès mobile. La consommation des réseaux filaires ne change pas avec la quantité de données. Les réseaux mobiles sont plus sensibles au changement de quantité de données qui traversent le réseau. Nous voulons savoir quel est l'impact du choix de type d'encodeur sur le temps d'encodage. J'ai réutilisé les 3 séquences avec l'encodeur AVC, HEVC, VVC. J'ai fixé la preset medium et la valeur QP à 35. Et on voit que le temps d'encodage s'augmente, plus l'encodeur est plus complexe, plus la résolution de la vidéo augmente. Cependant, ces résultats sont en secondes. On aura besoin d'une métrique en kilowattheure par temps d'encodage si nous voulons, par exemple, exploiter ces résultats dans le modèle global élaboré. Et qu'en conclusion, les réseaux d'accès sont la partie de la chaîne qui consomme plus d'énergie et qui a besoin la plus d'une optimisation. Des questions? Oui, sur la consommation des réseaux d'accès, juste le graphe peut-être passé un peu vite, c'est le Wi-Fi qui consomme plus que la 5G, c'est ça? Ou ça se voyait peut-être plus sur le graphe un peu plus? Slide 20, c'était parce que là, c'est tout petit. C'est ici ou bien ici? Oui, c'est celle-là, non, celle-là, très bien. Ouais. Et le Wi-Fi sur la tablette va consommer 5G. Même la 3G. La 3G, ouais, c'est quoi HFC? HFC, c'est une méthode d'accès hybride qui utilise le Cooper et le fibre optique. C'est la première partie dans les réseaux cœur, c'est comme les réseaux Ethernet, alors que la liaison to home, on dit, c'est le filaire, quoi. Oui, c'est le filaire. Par rapport à les autres, il y a les... Normalement, la fibre optique, c'est celui qui consomme le moins. Ouais. Et du coup, là, à chaque fois, tous les coûts sont en fait complètement dominés par la communication. Ben, je suis un peu surpris des smart TV qui sont des gros appareils qui chauffent énormément. En fait, c'est négligeable par rapport au transport des données. Par rapport à une tablette avec Ouais, ça, c'est surprenant. Bah, c'est surtout sur les smart TV que ça me dit, même sur les desktops, que ça m'étonne un peu parce que je m'attendais quand même à ce que, je veux dire, un ordinateur, ça consomme quand même pas mal et une smart TV en général aussi. Mais si c'est dominé par les réseaux, c'est que les réseaux consomment pas. Ouais, là, c'est un peu contradictoire avec ce que essayait de ressortir Netflix. Bah, que c'était plutôt les set-top box et les. Ouais, ils renvoyaient ça sur les terminaux qui, eux, ils rejettent la faute sur les terminaux. Donc, c'est pour ça que je trouve ça surprenant.
Après, le problème qu'on a, c'est la difficulté à savoir, par exemple, quand tu as une vidéo Netflix, où est-ce qu'elle est cherchée? Est-ce que tu as un CDN qui est sur Rennes ou qui est aux États-Unis? Je me rappelle avoir discuté avec les gens de Rennes. Elisa, et ils avaient l'air de dire que justement, la set-top box, c'était extrêmement consommateur et qu'en fait, dans toute la chaîne, c'était un des trucs les moins optimisés. Parce qu'il n'y avait pas de contraintes, tu n'as pas besoin de refroidir ton salon, alors que le data center, il a besoin de se refroidir. C'est pour ça que je suis sûr que Celui qui file la set-top box, il ne paye pas l'électricité. Oui, voilà, ils ne payent pas pour la LFD. Peut-être qu'ils ont fait des efforts dessus, peut-être que. Enfin, ouais, parce que moi, je me souviens de présentations de Orange entre 2005 et 2010, où ils essayaient d'améliorer les choses. Et le problème qu'ils ont, c'est que quand tu as un réseau, tu es toujours en attente de recevoir des choses. Et donc, tu as du mal à te mettre en veille, parce qu'il faut des temps de réveil qui soient très, très importants. Enfin, très faibles. Ouais. Mais quand tu regardes, par exemple, chez Orange, ils te mettent des infos sur leurs différentes set-top box, la consommation. Oui, ils sont obligés. Oui. Tous les fournisseurs d'accès sont obligés. Sur les questions de temps aussi, là, on a mesuré des temps sur une machine. Oui. Il existe aujourd'hui des accélérateurs d'encodage qui n'ont peut-être pas du tout les mêmes performances selon le type d'encodage. Je ne sais pas si à quel point ça peut être. Comment est-ce qu'on arrive à faire la conversion entre le. Est-ce que c'est vraiment un facteur constant entre le temps d'encodage sur un laptop et une énergie consommée? Pour en sortir la métrique. Oui, si vous deviez ressortir cette métrique-là, ça paraît. Nous avons déjà discuté cette question. On a pris, dans le cadre d'une thèse, enfin la thèse d'Alexandre Merkin, on avait mesuré la conso. Finalement, on a vu que c'était très proportionnel. Bon, après, il faut faire attention quand il y a du multicœur. C'était très proportionnel à la durée d'encodage. Par contre, c'est vrai qu'il y a un écart entre des encodeurs hardware ou software. Là, c'est du soft. Et finalement, il y a eu toute une tendance depuis 10 ans à aller sur du software. Parce qu'ils se disaient, on a le cloud, on a des puissances de calcul importantes. Et donc, ça amène de la flexibilité. Sauf qu'ils en sont un peu revenus parce que, vu la quantité de vidéos à encoder ou transcoder, ça consomme pas mal. Chez Google, tout YouTube est encodé en hardware depuis des années. Ouais, donc il y a des sociétés. Vitech avec qui on travaille sur Paris, qui eux font des encodeurs hardware pour mettre ça dans le cloud pour accélérer. Très bien, merci. On va passer à la présentation suivante. Donc, bonjour à tous. C'est à mon tour maintenant de vous présenter ce que j'ai fait au cours de ces 3 derniers mois. Dans le cadre de mon stage, dans le sujet est le suivant, analyse vidéo pour détection et caractérisation des phases de marche. Donc, en jetant un coup d'œil tout d'abord au sommaire, on va commencer par une petite introduction où je vais vous faire une mise en contexte du projet. Ensuite, je vais vous présenter les objectifs du stage et les résultats qu'on souhaite obtenir au final. On passera ensuite aux méthodes que j'ai étudiées tout au long du stage et à chaque fois, je vous présenterai les résultats obtenus. Et on finira par une conclusion avec des perspectives d'amélioration. Donc, premièrement, contextualisation du projet. Alors, dans le cadre d'un projet de recherche qui a été mené par le laboratoire N2S de l'ENS de Rennes, dont la mission principale est d'étudier l'effet de l'activité physique sur la santé humaine et la performance sportive. Une étude a été effectuée sur la validation de moniteurs d'activité qui sont utilisés dans des conditions de vie réelles. Quels sont ces moniteurs d'activité? On s'est intéressé au podomètre et accéléromètre. Podomètre qui mesure le nombre de pas et accéléromètre pour mesurer l'accélération. Alors, pourquoi on s'est intéressé à ces 2 moniteurs d'activité? Eh bien, tout simplement parce que ces 2 moniteurs permettent de déterminer le profil de chaque individu en termes d'activité physique. Et par la suite, ça permettra de mettre en lien ce profil avec différents facteurs de la santé. Et aussi parce que ces 2 moniteurs permettent d'évaluer la marche des personnes qui sont atteintes de limitations fonctionnelles. Donc, comme j'avais dit, pour valider ces moniteurs, il fallait
les tester dans des conditions qui soient le plus proches de la réalité. Donc, une étude a été réalisée auprès de plusieurs volontaires, jeunes adultes, et l'objectif de cette étude était de capturer différentes séquences de marche de quelques heures dans différents contextes à l'aide d'une caméra qui sera portée soit au niveau de la taille ou au niveau des hanches et qui sera orientée vers les pieds. Donc, je vais vous montrer un petit extrait, juste pour voir un peu de quoi ça a l'air. Donc là, on voit que la personne est en train de faire ses courses. On a aussi d'autres vidéos où la personne est en train de marcher chez elle, assise sur un tabouret, dans sa voiture, au travail. Voilà. C'est juste pour être le plus proche des conditions réelles. Voilà, donc c'est ce que j'ai dû regarder pendant tout mon stage. Pied droit, pied droit. Donc, une fois qu'on a récupéré ces séquences vidéo, l'étape suivante, c'est l'identification des marches. Donc, une première approche a été effectuée avant par un expérimentateur qui s'est servi du logiciel d'analyse et d'étiquetage de vidéos Panama. Voici son logo. Et en fait, il a regardé toutes les vidéos une par une et a étiqueté manuellement toutes les vidéos. Donc, à chaque instant, il a dit là, la personne elle marche, là, elle ne marche pas. Donc, ce n'est pas la meilleure des méthodes. C'est vraiment une opération qui est très contraignante et chronophage, surtout qu'on a vraiment beaucoup de vidéos et il y en a plusieurs qui sont très longues. C'est pour ça que ce stage a été effectué et l'objectif du coup de mon stage, c'est de contribuer au développement de cette plateforme Panama afin de la rendre plus automatique, afin qu'elle puisse en fait étiqueter les vidéos par elle-même de façon assez automatique. Voilà, il faut détecter les séquences de marche. Pour détecter des séquences de marche, il faut tout d'abord détecter des pieds. On est parti pour détecter des pieds, on est parti de l'hypothèse qui dit que les pieds ont une forme qui ressemble à une ellipse, comme le montrent ces deux images. Et à partir de cette hypothèse-là, on a pu étudier plusieurs méthodes qui sont toutes basées sur la détection de contours. Première méthode, la transformée de Hu. Donc, qu'est-ce que la transformée de Hu? C'est une technique de reconnaissance de forme qui est très utilisée dans le traitement d'images numériques. Et son application la plus basique permet la détection de lignes qui sont présentes dans une image. Donc là, je vous ai montré un exemple. Là, on a une image d'entrée qui est très simple avec trois lignes. Là, on effectue la transformée de Hu. Et juste pour vous montrer, les 3 points qui sont plus clairs, c'est en fait l'intersection qui nous indique qu'on a détecté des lignes. Et l'image de sortie, en bleu, on a les lignes détectées. Donc ça, c'est la forme de base de la transformée de Hu. Nous, on va l'utiliser plutôt pour détecter des cercles et des ellipses, étant donné notre hypothèse de base. Donc là, j'ai testé tout d'abord la transformée de Hu pour les cercles. Donc là, j'ai testé 2 librairies différentes, OpenCV et Scikit-Image. Donc là, j'ai fait un test très simple, très basique au début, sur un cercle. Et là, on voit bien que ça détecte le cercle dans les 2 cas. Ensuite, quand je passe à une image un peu plus complexe, à une tasse de café, on remarque que tout de suite, on n'a pas vraiment des résultats qui sont très satisfaisants. Là, j'ai quand même fait un test sur une image issue d'une des vidéos. On remarque qu'on a détecté quand même 2 cercles au niveau des pieds, mais on a conclu que ce n'était pas vraiment une méthode très concluante et qu'on allait rester sur notre hypothèse de base qui était d'essayer de détecter le contour et les ellipses. Donc là, j'ai quand même essayé d'étudier la transformée de Hu pour les ellipses cette fois. Donc, pour une image très simple d'une ellipse, ça détecte. Pour la même tasse de café, on remarque que ça ne détecte pas vraiment parce que là, ça a détecté le bord extérieur de la tasse, mais on remarque qu'il y a aussi d'autres ellipses qui n'ont pas été détectées. Donc, par exemple, le bord intérieur, le café à l'intérieur, donc ce n'est pas très satisfaisant. Et c'est pour ça qu'on est passé à une autre méthode qui est plus
de l'état de l'art et qui est très utilisée, assez robuste, c'est la méthode ELSD, Ellipse and Line Segment Detector. Donc, c'est quoi la méthode ELSD? C'est un détecteur de segments de lignes, de cercles et d'ellipses qui peut être appliqué sur n'importe quelle image à échelle de grille. Format PGM, donc il faut absolument un format PGM et qui ne nécessite pas de détection préalable des bords. Donc, toute l'étude qu'on a faite a été inspirée d'un article, d'une étude qui s'appelle, dans le titre était A Parameterless Line Segment and Elliptical Arc Detector with Enhanced Ellipse Fitting. Donc, voilà. Donc, étude de la méthode. Ah oui. Ici, je vous ai montré un exemple avec son résultat issu de la database, de la dataset qu'ils ont fourni. Donc là, on remarque les contours en bleu et en rouge, c'est les cercles et les ellipses détectés, et en vert, c'est les lignes détectées. Là, j'ai testé le même algorithme, mais sur une image, sur une de nos images. Et donc, là, premier test, on remarque que ça détecte les contours, mais ce n'est pas très concluant. En bleu, les couleurs ont changé. En bleu, c'est les lignes détectées, même si ça ne se voit pas trop sur l'image. Et en rouge, c'est les ellipses et les cercles. Donc, bon, ça détecte, mais il faut quand même travailler un peu. Donc, c'est pour ça qu'on a essayé d'analyser tous les paramètres internes de la méthode ELSTC et de voir, en fait, quels sont les paramètres qui permettront de donner les meilleurs résultats. Donc, on a une série de paramètres. On va tous les tester un par un sur une plage de variation et voir sur plusieurs images aussi, et voir quelles sont les valeurs qui donnent les meilleurs résultats. Et ensuite, on va rassembler tous les paramètres, toutes les meilleures valeurs. Donc là, je vous ai donné juste un exemple de ces paramètres-là. C'est le paramètre angle θ, qui est gradient, c'est gradient angle tolerance in degree. Et en fait, c'est le paramètre qui permet de calculer un rectangle qui couvre une région de points. C'est-à-dire que pour détecter un cercle ou une ellipse, on procède par de petits rectangles. Et en fait, c'est ce paramètre-là qui va permettre chaque fois de passer d'un rectangle à un autre. Donc, plus ce paramètre est grand et plus les rectangles sont grands, et donc on obtient le résultat qui est plus à droite. Donc là, on a fait le test sur toutes les images. On remarque par rapport à la première image testée que ça donne tout de suite de meilleurs résultats. On remarque que la forme des pieds ressemble beaucoup plus à une ellipse, comme on avait dit au début. Par contre, là, c'est bien, on a trouvé une belle forme, mais il y a toujours autour des contours indésirables. Nous, on veut que la forme des pieds. Donc, là, c'est juste pour dire que j'ai fait le test sur plusieurs images et que ça ne donne pas forcément des résultats parfaits sur toutes les images. Mais ça donne quand même une délimitation des cercles, des ellipses autour des pieds. Donc là, comme j'avais dit, il faut essayer de détecter que les pieds. Donc pour faire ça, on a essayé de voir les paramètres des ellipses au niveau, qui sont détectés au niveau des pieds, et voir quelles sont les caractéristiques de ces paramètres. Retirer que ces ellipses-là qui sont détectées au niveau des pieds et enlever tout ce qui est autour. Donc là, les ellipses, les paramètres qu'on a étudiés, c'est le centre de l'ellipse, c'est aussi les deux points extrêmes qui délimitent les arcs détectés, c'est aussi les axes de l'ellipse. Les axes, c'est l'équivalent des rayons pour le cercle. Et donc, en étudiant ces paramètres-là, je ne sais pas si vous arrivez à voir, il y a des contours en vert. Et là, on a tout de suite réussi à enlever les contours qu'il y a autour et de bien filtrer l'image pour garder les ellipses détectées au niveau des pieds. Bien sûr, il y a toujours des contours qui sont détectés dans d'autres endroits, mais ça, c'est normal. Mais il faut quand même enlever ces contours
qui sont indésirables. Il faut juste garder les contours autour des pieds. Donc, on s'est dit qu'une caractéristique, c'est que les contours détectés autour des pieds, c'est comme un regroupement d'arcs. C'est comme un clustering, des clusters, un cluster au niveau de chaque pied. C'est pour ça qu'on a utilisé la méthode de clustering et plus précisément l'algorithme des DBSCAN, Density-Based Spatial Clustering of Applications with Noise. Donc, DBSCAN, c'est quoi? Il permet de mesurer la distance entre chaque point. Et si suffisamment de points sont suffisamment proches les uns des autres, alors DBSCAN les classera comme un cluster. Donc, il faut bien évidemment 2 paramètres qui sont très importants. C'est epsilon, qui est la distance maximale à laquelle un point peut se trouver d'un autre point pour être considéré comme un voisin. Et aussi mean points, qui est le nombre de points nécessaires minimum dans l'intervalle d'epsilon pour être considéré comme un cluster. Donc, c'est le nombre de voisins. Après avoir appliqué cet algorithme-là, là, on voit bien qu'il arrive à détecter les 2 clusters. Donc, déjà, c'est bien, c'est une bonne nouvelle. Là, les 2 points en violet, c'est juste la moyenne de chaque. On a pris tous les points de chaque cluster et on a fait la moyenne. Les points, en fait, c'est les centres des ellipses détectées. Donc là, il a fait la moyenne, c'est juste pour visuellement, pour que ça nous parle plus. Donc là, c'est une image très simple, il n'y a pas d'obstruction vraiment. Là, si je passe à une autre image, il y a d'autres obstructions, il y a plus de clusters qui sont détectés. Donc, qu'est-ce qui se passe dans le cas où on a beaucoup de clusters? On parle de l'hypothèse qui dit que les pieds sont en fait les deux points qui sont le plus bas dans l'image. En fait, qui ont la valeur Y la plus haute, vu que l'axe est inversé. Et donc, ça nous permettra de détecter les 2 pieds. Et bien sûr, c'est toujours en cours de test. Ça marchait sur plusieurs images, mais il faut toujours tester plus. Et bien sûr, ça ne marchera pas sur toutes les images, toutes les vidéos. Donc, il faudra toujours derrière un algorithme qui viendra corriger les petites erreurs de cet algorithme-là. Et aussi, il faudra un filtre de Kalman, par exemple, dans le cas où un filtre en fait, qui va venir dire si pour les images précédentes, j'ai les pieds qui sont à ces positions-là, je peux prédire que dans ce qui suit, le pied sera dans cette position-là à peu près. Ça, ce sera le filtre de Kalman. Et aussi, il faudra un suivi temporel pour finalement détecter les phases de marche. Donc, conclusion, finalement, on a réussi à donner des résultats plus ou moins bons. Et justement, on a réussi on a réussi à éviter le deep learning parce que c'était l'objectif de base. C'était justement parce que le deep learning était trop énergivore. On s'est dit qu'on pouvait trouver les mêmes résultats avec une méthode qui est plus simple. Merci pour votre attention. J'ai une première question. Et vous avez évalué l'énergie consommée par votre méthode? C'est facile. Oui, c'était la première question. Du coup, non, parce que c'était pas, je me suis pas intéressée. Enfin, je me suis pas intéressée, mais c'est juste que, en fait, déjà il fallait faire le test et voir pour évaluer. Il fallait déjà finir par avoir un résultat qui soit bien. Et de toute façon, je pense que le résultat de cet algorithme-là, il est beaucoup moins énergivore parce que déjà, j'ai pas forcément des ordres de grandeur. Ouais, justement, par exemple, en fait, la question de peut-être c'est en temps réel. Non, c'est pas en temps réel. C'est des vidéos qui sont préenregistrées et l'algorithme. Pour avoir un ordre de grandeur, combien de temps est-ce que tu mets à traiter l'image? Alors, ça dépend, ça peut aller entre
De toute façon, c'est de l'ordre de secondes, de 10 à 20 secondes. Donc, pour une image, une seule image. Sur ton processeur de PC. Non, sur un processeur, sur un autre PC. Un PC Linux. Ouais, il y a peut-être match avec le un réseau qui serait simple et bien optimisé, peut peut-être être concurrent de pas. Enfin, ce serait intéressant de justement, je pense que ce serait intéressant de pousser l'étude un peu au bout pour vérifier est-ce que oui ou non il y a vraiment un gain par rapport à du simple. Peut-être aussi que tu as besoin de. Parce que là, tu n'as pas encore fait l'analyse. On va vraiment du mouvement. Là, tu as détecté des pieds, mais tu n'as pas encore fait l'analyse de comment bouger. Non. Oui, c'est ça. Peut-être qu'il faut attendre d'avoir tout. Et par rapport à ça, peut-être aussi que quand on fait ça, ça va enlever tous les points. En fait. C'est pas des pieds. Il y a quand même un mouvement qui est particulier. Peut-être que si tu détectes tout le point, c'est pas très grave. En fait, c'est parce que cet algorithme-là, ça se fait sur chaque image. En fait, on transforme la vidéo en un ensemble d'images. Donc, de toute façon, je pense qu'il ne va pas enlever les points vu que ce sera des images à chaque fois. Ces points, ce n'est pas des pieds, ils ne vont pas avoir le même niveau. Donc, ils sont directs dans l'analyse. Oui. On a une question en ligne aussi. Oui, bonjour, je ne sais pas si vous m'entendez. Bien. C'est bon, vous m'entendez? Oui. Oui, bonjour. Non, je voulais juste te féliciter et te remercier, Najwa, pour la présentation et le travail que tu as réalisé. Je n'ai pas beaucoup de questions. Je me demandais juste si dans les algorithmes que tu as testés, selon les conditions de mesure ou de vie du coup quotidienne, intérieure, extérieure, le type de chaussures, je ne sais pas, est-ce que tes algorithmes fonctionnaient plus ou moins bien? Et est-ce qu'il y avait vraiment des conditions où ça fonctionnait presque très bien, je ne sais pas, en extérieur par exemple, en fonction de la qualité ou d'autres conditions? Alors oui, ça varie en fonction des conditions de chaque vidéo. Par exemple, lorsque les vidéos étaient en intérieur, ça marchait très bien. Par contre, par exemple, l'image d'avant, c'est en extérieur, ça marche beaucoup moins bien. Mais de toute façon, l'algorithme que je cherche à faire, c'est un algorithme qui justement devra être compatible avec tous les types de vidéos. Il y a aussi d'autres vidéos où il y a beaucoup plus d'obstruction, donc vraiment, il faut trouver l'algorithme qui soit le plus approprié. Mais sinon, pour la forme des pieds, vous avez dit, ou le type de chaussures. Les chaussettes sont là, c'est obligé. Donc, non, pour le type de chaussures, il n'y a pas de différence. C'est plutôt tout ce qui est autour qui va impacter le résultat. Parce que le modèle que vous avez pris d'Ellipse, en fonction du type de chaussures, on ne va pas avoir de. Et puis si on n'a pas de chaussures aussi, ce n'est pas la même chose. Vous avez pris les gens en considération? Normalement, c'est que la forme des pieds, pas les jambes. C'est vous qui avez orienté la caméra. On a le choix de l'orientation de la caméra. Moi, j'ai juste reçu les vidéos, mais normalement, on a le choix, je pense. Parce que peut-être que l'orientation de la caméra, en prenant plus de jambes, peut donner. Donc, si on prend. Plus en plongée, quoi. Pour avoir les pieds et les jambes. Peut-être qu'après, ça va mieux aider à détecter les pieds des autres points qu'on va détecter. Oui. Alors, pour apporter un complément de réponse, donc c'est des mesures qui sont réalisées en autonomie par les participants eux-mêmes. Oui. Donc, on leur demande de placer la caméra au niveau de la ceinture, de l'orienter vers les pieds. On pourrait leur demander peut-être d'essayer de l'orienter de telle sorte qu'on voit un peu plus les jambes, mais c'est vrai que comme c'est des mesures prolongées qui peuvent durer 1 heure, 2 heures, je pense que
ça peut assez facilement être modifié, quoi, et je ne sais pas si ils pourront garder comme ça un angle idéal. Donc, comme c'est vraiment réalisé en conditions de vie courante, même s'ils sont bardés de capteurs, qui restent assez discrets, c'est vrai que c'est pas forcément l'idée de bien contrôler un angle exact pour le positionnement de la caméra. Mais on peut essayer de leur demander de modifier un petit peu cet angle de vue. Autre question sur l'algorithme, est-ce que vous avez un indice de confiance à la fin? Parce que vous cherchez à faire de l'étiquetage automatique, on pourrait faire une partie et dire que là, l'algorithme dit bon, je ne sais pas trop, donc étiqueter manuellement. Alors, je ne l'ai pas fait, mais oui, c'était parmi les choses à faire. Enfin, ce sera fini. Ça serait possible. Ce serait possible. C'est pas mal aussi. On sait pas. Oui. J'avais juste une dernière question, Najwa, mais je crois qu'elle a été posée, j'ai juste pas bien entendu. Si je comprends bien, c'est une analyse que tu fais sur des images fixes à partir de la vidéo. Et je crois que ça a été évoqué, mais le fait de passer par le mouvement et le fait que dans la succession des vidéos, il y a des pieds qui vont être en mouvement et peut-être ces éléments à côté qui apportent du bruit qui, eux, ne sont pas en mouvement. Est-ce que ça peut pas faire l'objet, je ne sais pas, d'une étape préalable qui te permet déjà d'enlever pas mal de bruit? Mais je crois que ça a été évoqué, mais peut-être que je répète ce qui a été dit. Désolé si c'est le cas. Donc, oui, les images, normalement, là, c'est un test sur des images individuelles, mais pour moi, vu que c'est des images individuelles, il va quand même détecter tout ce qu'il y a autour. Mais peut-être que non, peut-être que tout ce qu'il y a autour ça sera considéré comme du bruit, comme vous avez dit. Ce serait à voir. Mais vu que c'est des images tout au long de la vidéo, je pense que ça va détecter quand même le bruit autour. D'accord. Merci beaucoup. Je crois qu'il y a une question qui est posée sur le chat. Oui, il y a une question dans le chat. Ouais. Avez-vous considéré la subtraction de fond pour éliminer les objets inutiles? Alors, non, pas du tout. On n'a pas pensé à ça. Ça, c'est appliqué dans le tracking pour détecter le mouvement. Sauf que la caméra C'est un objet, donc. Ici, la caméra n'est pas fixe. Comment? La caméra n'est pas fixe. Oui, ben, il y a des cas où la caméra. D'accord. C'est directement. Le mouvement doit être très loin de la vitesse élective. Ok, très bien. Merci beaucoup pour cette présentation. Ça va clôturer la présentation pour aujourd'hui. Merci beaucoup.